Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on revient sur Kotlin multiplateforme, un sujet qu'on a déjà abordé dans un autre épisode il y a quelques mois. Le paysage a quand même beaucoup changé depuis. J'ai pu en discuter avec Marc-Antoine Fortier et Nicolas Presso, deux de nos spécialistes Kotlin multiplateforme. On discute de ce qui s'est passé au cours des derniers mois dans la communauté, aussi ce qui s'en vient dans les prochains mois, autant pour nous que pour la communauté, parce qu'on est vraiment encore au tout début là, de ça. Je vous souhaite donc une bonne écoute. On a abordé Kotlin multiplateforme dans un épisode de Mirego Dev Talks il y a quelques mois, puis je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Étant donné que Kotlin multiplateforme est une techno assez récente, mais quand même en pleine effervescence, les choses bougent beaucoup. Donc, l'écosystème a un peu changé depuis la diffusion de cet épisode. Donc, j'avais envie qu'on revisite un peu le sujet, qu'on prenne le temps de revenir sur nos apprentissages depuis qu'on utilise Kotlin multiplateforme et qu'on regarde vers l'avenir. Bref, comment est-ce qu'on entrevoit le futur. J'ai avec moi deux développeurs chez Mirego, donc Marc-Antoine Fortier, développeur spécialiste Kotlin multiplateforme, et Nicolas Presso, développeur spécialiste Kotlin multiplateforme. Bonjour messieurs. Bonjour Rémi. Salut. Si on se place dans maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans l'écosystème Kotlin multiplateforme depuis la dernière fois qu'on s'est jasé? Bien, c'est depuis la dernière fois, en fait, c'était moi qui étais avec Martin dans l'autre podcast. On disait qu'on avait de la difficulté à utiliser le memory model. Puis je pense qu'il y a un fait marquant, en fait, entre maintenant et avant, c'est qu'on a un nouveau memory model qui permet de programmer de façon plus facile pour nous autres. La difficulté d'implémentation est plus côté tooling, compilation, ça a été déplacé à cet endroit-là. Il y a aussi de différentes librairies qui sont apparues depuis ce temps-là. Il y a des librairies qui utilisent des coroutines qu'on peut maintenant utiliser avec le nouveau memory model, que ça nous débloque quand même plusieurs portes pour ça. Il y a plein de choses en fait qui ont été rajoutées. Il y a des affaires comme plugin de CocoaPod, Gradle pour pouvoir faire l'intégration de CocoaPod directement à partir de vos outils de build. Okay. Il y a des affaires comme en fait l'IDE de JetBrains qui est AppCode. Il est maintenant rendu pas mal plus intégré au développement multiplateforme. On peut directement dans un seul IDE travailler sur toutes les plateformes qu'on veut. On parle d'Android, on parle de tout ce qui est iOS et même web. Donc pour ça, c'est quand même intéressant, puis ça continue à s'en aller dans cette voie-là. Ouais, c'est comme, il y a vraiment une prise de maturité là, côté Kotlin multiplateforme là, avec les nouvelles versions. Puis c'est justement avec le changement du modèle de gestion de mémoire, le memory model, c'est comme plus simple pour nous de travailler en ce moment. T'sais, on n'a pas besoin de se casser la tête à penser, mettons, comment ma variable va se comporter dans une différente thread versus là, je peux penser à ma feature. Puis... Ce qui était le cas avant. Avant, il y avait vraiment un gros concern à toutes les fois. Comment contourner. Peut-être pas toutes les fois, mais il faut que tu l'aies en tête quand tu programmes. Puis en fait, on l'avait de moins en moins parce qu'on avait nos librairies maison là, avec Trico Streams. On cachait cette complexité-là dans nos opérateurs réactifs. Mais reste que dans ton app, il fallait que tu y penses quand même. Souvent, on avait des crashs de nos apps. Ah merde, il fallait que je freeze cet objet-là parce qu'il est utilisé sur un autre thread. Tu sais. OK. Puis ça avait aussi une espèce d'impact insidieux où est-ce que la performance pouvait être affectée si on ne faisait pas attention à ça. Parce que quand on freezait un objet, des fois, si cet objet-là, après ça, il y avait un gros graphe de dépendance. Donc, si cet objet-là, il contenait ou il référençait d'autres objets, ça pouvait se mettre à freezer beaucoup de choses. Puis là, c'est là que ça allait impacter la performance. Parce que ce freezing-là, ça passe sur la main thread. Là. Fait que, quand tu es en train de scroller une scroll view, là, puis que tu as besoin de freezer des nouveaux objets, ça paraît, des fois, ça peut cocher. Là, fait que nous, chez Mirego, on porte une attention vraiment importante aux détails. Là, fait que ces petits détails-là, des fois, pouvaient être tannants pour nous. Là. Pour l'utilisateur, ça paraît pas trop, là, mais quand on a les yeux là-dedans, qu'on est au pixel perfect, là, des fois, ça nous tanne. Puis là, concrètement, dans le fond, c'est que là, on n'a plus à se soucier de ça. C'est quelque chose qui est
pris en charge Ouais, puis vraiment pour nous. Là. c'est ça, là, dans le détail, en fait, c'est qu'ils ont complètement refait ce memory model-là. Donc, en fait, avant, ça fonctionnait un petit peu avec des ref count. Donc, en fait, c'était une sorte de garbage collector, dans le fond. C'est juste que au lieu d'analyser automatiquement les graphes de mémoire passant par le root des objets, puis de continuer comme ça, puis de faire eux-mêmes la découverte des éléments qui sont vivants et morts, mais ça fonctionnait avec un count finalement, que quand on a fini d'utiliser un objet, éventuellement il refait une passe de garbage collection. Puis ça, c'est ça, à cause de cette chose-là, quand on passait des graphes d'objets d'un thread à l'autre, il fallait les freezer pour qu'ils puissent être capables de savoir les graphes, ils s'étendaient jusqu'à où. C'était beaucoup plus simple à implémenter pour JetBrains, donc dans cette première itération-là, mais c'est ça, comme on disait tantôt, c'est les développeurs, dans le fond, qui avaient un peu la charge du travail. Fait que maintenant, ça fonctionne, en fait, avec une autre sorte de garbage collection. C'est une sorte de garbage collection qui il va pouvoir fonctionner à partir des roots des objets. Ça s'appelle la méthode de tracing. Donc, ça part des roots, puis ça identifie les live objects, puis ça élimine tout ce qui est dead object. Donc, puis un side effect de ça, en fait, un effet de bord de ça, c'est que il y a possiblement moins de leaks à cause que dans les atomic reference, quand dans l'implémentation qu'il y avait, dans la première implémentation qu'il y avait des risques de memory leak si on ne faisait pas attention à ça. Okay. Un leak au final, ce que ça donne concrètement dans nos apps, c'est que si tu leaks trop de mémoire, ton app peut finir par crasher parce qu'elle prend trop de ressources là, côté système. Là. Fait. Quand on programme nos apps mobiles, on ne veut pas de leak au final. Non, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Puis il y a aussi, on avait à certains endroits, on avait des stack traces assez louches là, de mémoire, en fait. Puis c'était... on analysait ces différentes stack traces-là, puis on se rendait compte qu'il y avait des lacunes dans la façon que c'était implémenté avec le premier memory model. Puis en changeant pour le nouveau memory model, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup moins de crash dans nos applications, sans rien faire. Okay. C'est quand même quelque chose qui est assez le fun. Puis, tu sais, on peut penser que du ref counting, c'est pas nécessairement un garbage collection, mais c'est comme une erreur de penser ça, en fait. C'est une sorte de garbage collection. Là, maintenant, en fond, c'est qu'ils ont implémenté une nouvelle sorte de garbage collection qui fonctionne avec le listing et le tracing de route. Puis, le ref counting, ça réclame pas nécessairement aussi la mémoire au moment où est-ce que c'est fini d'être utilisé. Là. Dans le fond, c'était fait aussi un petit peu par après, là, pour pas impacter trop la performance, justement. Okay. On a besoin de libérer de la mémoire. Puis là, maintenant, dans la première version du memory model, ils ont implémenté un stop the world in mark and sweep. C'est deux termes assez techniques, là, mais dans le fond, c'est que quand ils réclament de la mémoire, ils vont arrêter tous les processus. Donc, tout arrête pendant une fraction de seconde. On essaie de ne pas dépasser un certain nombre de millisecondes. Puis, éventuellement, là, on parle c'est Kotlin 1.6.10 qui ont commencé à faire ça. Puis, Kotlin 1.6.20, déjà, ils ont fait une amélioration pour que ça soit fait sur plusieurs threads, donc dans plusieurs de façon concurrente, là, pour pouvoir améliorer la performance de ça. Okay. Puis, dans des versions subséquentes, ça va de plus en plus améliorer la performance. Ouais, ils vont continuer à améliorer ça. Mais présentement, c'est utilisable, c'est pas perceptible pour le réseau. À faire attention quand même, dans le sens où JetBrains l'ont clairement identifié, là, c'est comme une version pas alpha, là, mais on vous présente ça, c'est pas production ready. C'est écrit sur leur site. Mais nous, en le testant, on a vu que c'était presque production ready, dans le sens où il y a moins de crash, puis il n'y a visuellement pas d'impact sur le UI avec le mark and sweep. Par contre, en testant nos apps, on a vu des moments où on cochait plus côté UI. Là, vraiment, je parle encore de scroll view. Mais le UI cochait plus avec le nouvel algorithme de gestion de mémoire. Parce qu'on utilisait mal la mémoire. On faisait beaucoup trop de choses sur la main thread. Puis, en fait, d'ajouter ce nouveau flag-là pour activer le nouveau modèle de gestion de mémoire,
nous a permis de voir des endroits dans l'app où on n'était pas performant à la base. Fait que ça a permis d'améliorer Ça- comment notre code est architecturé, comment on a écrit notre code dans le fond au final. Il y avait des flops, on les voyait pas. Ce nouveau modèle-là nous a permis de voir ces flops-là. Mais en même temps, c'était pas des vrais flaws, parce que dans un modèle classique de base, on n'avait pas de problème. Ouais, je comprends. OK. Ouais. Puis là, tantôt, on parlait de qu'on a bâti des librairies maison, Tricot Streams pour comme pallier un peu à ça. Puis c'est quoi l'avenir de Tricot Streams? C'est quoi le futur de ces librairies maison-là, un peu, qui ont été bâties pour contourner un problème, dans le fond, que là, il n'y a plus tant à contourner? D'optimiser. Il y a, il y a aussi comme des raisons de performance, entre autres. Là, qui C'est plus le fun à utiliser aussi. C'est le fun à utiliser. Ça fait du code qui se lit de façon une ligne après l'autre. Là, on n'est pas obligé d'avoir des callbacks. On n'est pas obligé de sauter. En fait, le contexte de lecture ça va de haut en bas sans sauter par différentes fonctions qui sont à l'extérieur. Puis, ça aide beaucoup, en fait, la visibilité du code. Puis, il y a dernièrement, ils ont rajouté aussi le concept de flow qui ça va couvrir le dernier bout qui manquait, en fait, pour la réactivité. Là. Donc, le flow, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de structure qui permet d'avoir différents événements qui sont lancés dans ce flow-là. C'est quelque chose on appelle ça froid, là, qui est cold. Donc, il va être initialisé, ton flow va être initialisé juste la première fois que tu subscribes dessus. Fait en utilisant les flows, on est capable de faire toutes les transformations qu'on faisait avant avec des publishers, que ce soit des transformations comme des maps, des filters, etc. Donc, c'est toutes des choses qu'on pouvait faire avant qui sont intéressantes avec des flows. OK. Puis ce qui est le fun, en fait, aussi, avec notre setup, c'est que les deux vont pouvoir bien cohabiter dans nos applications. Fait qu'on n'est pas obligé du jour au lendemain de passer dans l'autre. Le bridging qu'on va avoir va peut-être permettre OK, bon, cette couche-là, la couche network, nos calls HTTP, on va les faire en coroutine parce que c'est le fun de voir étape par étape, au lieu de diguer dans des callbacks puis d'imbriquer nos fonctions, de les avoir une après l'autre, puis de profiter des async, await all, j'attends tous ces calls-là qui étaient quand même difficiles à faire avec Tricot Streams. On va faire petite couche par petite couche avec notre bridging qui va transformer un flow en publisher. On n'aura pas besoin de réécrire notre UI au complet. Là, Puis il y a un point quand même aussi important, c'est que la plupart des librairies officielles, on parle de Ktor, qui est une librairie qui permet de faire des requêtes HTTP. On parle de Apollo GraphQL, qui permet aussi de faire des calls avec un API GraphQL. Tout ça fonctionnait déjà avec des coroutines. Donc, tu sais, ça va être très facile maintenant d'utiliser ces API-là. Et directement, on va avoir des coroutines. On n'aura pas un objet, une structure ou en tout cas un concept intermédiaire comme un publisher. La communauté est vraiment rassemblée autour est déjà en fait dans ce concept-là. Nous, pour faire du multiplateforme avec du iOS, on ne pouvait pas utiliser. Ouais, la communauté, ça part vraiment d'une initiative de JetBrains, qui est une initiative qui est au niveau du langage, pas uniquement au niveau de librairies qui sont bâties sur ce langage-là. Il y a des... Sur Kotlin, le langage Kotlin. Le langage Kotlin, exactement. Dans leur compilateur, ils font des choses pour supporter le concept des suspend functions, puis tous ces termes-là. Donc, c'est pour ça que nous autres, on veut de plus en plus s'approcher de ça, maintenant qu'on peut de façon multithreadée. Ouais, fait que c'est vraiment avec l'arrivée du nouveau Memory Model que ça a déboulé tout ça, ces nouvelles libs-là qui supportent maintenant les coroutines sur iOS aussi. Ce qu'on n'était pas capable de faire avant de manière efficace. Fait que, puis si on passe sur un autre sujet, si on commence à avoir un bon historique, un bon track record de projets multiplateformes, on en a bâti plein, on en maintient plein chez Mirigo avec Kotlin multiplateforme. C'est quoi, est-ce que vous avez en tête des recommandations, c'est quoi nos apprentissages qu'on a fait par rapport à ça? Est-ce que il y a des librairies qu'on recommande vraiment? C'est quoi nos learnings par rapport à Kotlin multiplateforme dans les dernières années? Alors, on a plusieurs librairies en fait qu'on utilise nous-mêmes, qu'on peut recommander. Il y en a qu'on connaît, qu'on n'utilise pas nécessairement, mais dans ceux qu'on utilise quand même assez dans nos projets, c'est sûr qu'il y a Ktor, que je mentionnais tantôt, qui permet de faire
des appels HTTP. Donc, puis il y a aussi Kotlin X.serialisation qui permet de sérialiser des objets en JSON. Il supporte aussi du protocol buffer, si je ne me trompe pas. Nous autres, on l'utilise pas vraiment des protocoles buffer en général. Il y a d'autres librairies comme Polo GraphQL, qui est quand même assez nouveau, qu'on commence à utiliser pour des API qui sont GraphQL. Il y a Coin. Avec un cas. Avec un cas. Tout commence avec un Tout, cas. oui, c'est vrai. Toutes les librairies commencent avec des cas. Pour l'injection de dépendance, c'est quoi ça? C'est ça. On exact. commence à expérimenter avec ça. Il y avait d'autres librairies qui permettaient de faire ça avant, mais Coin, c'est vraiment celle qui est le plus lightweight, on va dire. Contrairement à Dagger, qui fonctionne juste dans le monde de la JVM, Coin fonctionne en multiplateforme. Ok. Dagger étant, pour les devs Android, on sait ce que Dagger est, mais mettons les devs iOS, on connaît pas ça nécessairement. En fait, c'est un concept qui s'appliquait beaucoup sur Android, mais peu sur iOS, là, d'injecter des dépendances de manière, je veux dire, statique là, dans nos fragments. C'est très Android style. OK. Puis tu sais, on a fait du multiplateforme chez Merigo depuis de très, très grand nombre d'années. Fait que c'est quoi les... Est-ce que ça nous a permis, maintenant d'identifier certaines différences? C'est quoi les avantages, en fond, d'utiliser Kotlin multiplateforme? C'est quoi nos apprentissages qu'on a eus par rapport à changer un peu vers une nouvelle techno? On a quand même misé sur Kotlin multiplateforme. Ça a-tu été un bon... Mon gars, c'est que oui, mais pourquoi? C'est sûr, nous autres, en fait, ça fait quand même très longtemps là, depuis qu'on fait des applications mobiles, presque, là, on a du code qui est partagé, là, que ce soit avec Java de Objective-C, qui était la première technologie qu'on a utilisée. On a toujours été vendu à l'idée de partager du code. Maintenant, tu sais, pourquoi est-ce qu'on a changé de technologie qu'on est rendu avec Kotlin multiplateforme? Premièrement, c'est que le langage Kotlin est quand même un langage qui est moderne, beaucoup plus que Java. Si on compare avec Java, on a du type safety, on a des optionnels, on a toutes sortes de... En fait, tu sais, le langage est vraiment fait pour être utilisé par un développeur, notez pas. Moderne. Ouais, c'est ça, un développeur moderne. Puis le langage il évolue aussi beaucoup plus en fait, qu'est-ce qu'on peut utiliser de Java. Parce que, dans le fond, quand on compile avec Kotlin, ça transforme en bytecode, qui est aussi, en fait, le output, la sortie de compilage Java, c'est du bytecode. Fait que après ça, au niveau du langage en tant que tel, ça permet d'évoluer à travers le temps. Au final, on écrit moins de code qu'en Java, en Kotlin. C'est beaucoup plus facile à lire, c'est plus facile à maintenir. Puis qu'est-ce qui fait qu'on croit davantage au KMP? Ben, c'est justement de regarder ça, ces milestones-là que Kotlin réussit à atteindre. Des nouvelles versions, un nouveau memory model qui nous montre qu'ils sont encore en train d'améliorer ça. Fait que c'est comme... Ça nous confirme qu'on s'en va dans une direction qui va durer encore dans le temps puis qui va s'améliorer. Il y a beaucoup de nouveaux tools qui sortent, là, des tools de documentation. Là, je pensais à Docker, des tools comme Cover avec un K pour le code coverage. Il va en avoir de plus en plus. Là, fait que la communauté continue de grandir. Puis, Ça, c'est tous les outils qui sont Kotlin multiplateforme ou juste Kotlin? Kotlin. En fait, je pense qu'initialement, ces outils-là étaient juste Kotlin. Puis là, ils sont rendus Kotlin multiplateforme. OK, parfait. OK. Parce que la communauté, justement, juste de Kotlin, le langage, est de plus en plus grosse tout le temps. Surtout que, tu sais, mettons, il y a plein de devs Android, beaucoup de devs Android qui utilisent ça. Ceux qui font pas de multiplateforme utilisent Kotlin pour faire des applications natives Android. Exactement. Tu sais, quand tu es développeur Android et tu fais du Kotlin multiplateforme, il n'y a pas vraiment d'apprentissage à faire en tant que tel. Tu sais, il y a certaines choses que tu dois apprendre, mais la courbe d'apprentissage n'est pas très élevée. Pour un développeur iOS, par exemple, peut-être il y a un petit peu plus d'apprentissage à avoir parce que probablement c'est pas un langage qui est utilisé normalement dans le développement iOS. Par contre, le Kotlin et le Swift sont deux langages qui syntaxiquement se ressemblent. Ils ont des choses qui sont pas tout à fait pareilles, mais tu sais, en grosso modo, on a le même concept avec les optionnels, avec les génériques, avec des choses comme ça. Donc, un développeur qui a fait juste du Swift dans sa vie, après ça, qui va faire du code commun en Kotlin, il est capable de se retrouver assez facilement.
Parce que le pattern de faire du code commun, c'est quand tu as été habitué à faire juste du développement Android, une application native 100% Android, de tomber dans un pattern de code commun, c'est quelque chose qui n'existe pas dans du dev Android. Ben, il existe dans le sens qu'on est capable de séparer nos modules de façon à ce qu'il n'y ait pas de dépendance entre la partie business de ton application puis la partie présentation. Là, en plus, c'est que ça va nous forcer à faire ça là, en ayant un code qui est commun entre iOS et Android. T'sais, on ne peut pas faire du code UI dans ce code-là. Puis en fait, c'est une bonne chose parce que ça permet de beaucoup mieux séparer les différents concerns. Puis de cette façon-là, après ça, c'est plus facile à tester. Donc, la majorité du code qu'on va faire dans le code commun va être testé. C'est ça. Puis là, je pense que c'est juste du positif. Là. Ça nous empêche quasiment de faire du spaghetti code là, qu'on appelle, là, des dépendances qui sont pas aux bons endroits, qui fait que tous tes modules se parlent entre eux, alors que ça devrait être plutôt peut-être un flow linéaire des appels API vers ton UI. Là. En fait, Kotlin multiplateforme nous a amené à se faire des meilleurs patterns de clean architecture puis de séparation de concepts. Puis tu sais, si je vous pose la question, y a-t-il quelque chose pas que vous avez été surpris ou que quelque chose qui a changé par rapport à votre perception de Kotlin multiplateforme, comme je disais, on est habitué, on a fait du Java to Objective-C. Y a-t-il quelque chose que vous vous dites, bon, OK, on va switcher, on va commencer à faire du Kotlin multiplateforme. Y a-t-il quelque chose qui a fait, ah ouais, que je pensais que il y aurait eu plus de friction là ou quelque chose, puis finalement ça n'a pas été ça, ou vous pensez que ça va être positif, ça a été négatif, ou l'inverse? Ouais, ben, la première chose qui me vient en tête, c'est je pense que c'est le tooling. Le tooling quand on travaillait, mettons, en Java versus Kotlin multiplateforme, tout se passait dans l'IDE. Tu avais Android Studio, tu pouvais rouler tes tests à partir de ça, avoir ton code coverage, les reports, tout ça. Dans Kotlin multiplateforme, vu que c'est en croissance, là, ça commence, il n'y a pas ça built-in. OK. Là, il y a l'arrivée, mettons, de Cover, qui est un script Gradle qu'il faut intégrer pour le code coverage. C'est pas encore mature dans l'environnement de développement. Fait que ça, c'est un petit peu un frein. Là, en fait, tantôt, on parlait de la facilité des développeurs Android de passer à du Kotlin multiplateforme. Il y a tout le côté aussi des tasks Gradle, les tâches Gradle à exécuter, tous les scripts qui roulent pour faire cette compilation-là, qui est pas trivial. On T'es pas exposé à ça. T'es pas exposé à ça quand tu fais du Android peu natif. Non, c'est ça. Fait que c'est de quoi à penser. Puis il faut que ton setup soit bien bâti pour pas que tu aies à te casser la tête à chaque fois pour essayer de comprendre qu'est-ce qui marche pas, pourquoi mon code commun ne fonctionne pas sur iOS, comment je débug ça. Il y a ce concept-là aussi qu'il faut penser. Ça a d'ailleurs été pas un frein, là, mais il y a un manque de tooling pour les devs iOS, puis même aussi les devs Android. Mais c'est un learning curve qui s'apprend quand même assez bien, puis qui est vraiment bénéfique là, pour la rapidité de développement par la suite. Une autre chose qui nous a ralenti, qui nous a fait chier un peu, c'est encore là le manque de tooling au niveau des tests. Là. Il n'y a pas eu de concept de mocking là, dans nos tests. C'est quoi qu'on était habitué de faire, qui n'y avait pas initialement dans... C'est mentionné, on en parle dans le premier épisode. On en parle dans le premier épisode, OK. En fait, je le rappelle encore parce que c'est de quoi qui... Mais ça n'a pas changé. En fait, il existe des librairies de mocking, mais qui fonctionnent... Les tests ne peuvent pas rouler sur toutes les targets, donc rouler natif, okay, oui. Rouler en même temps sur la JVM. Fait que ça a été... c'est encore un petit pain qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on a contourné ce problème-là en roulant nos tests juste sur la JVM, en fond, pour avoir accès aux librairies de mock, avec 2 cas à la fin, pas au début. Fait que notre code nos tests de code commun qui ultimement va rouler multiplateforme, mais nos tests sont seulement exécutés sur une plateforme, dans le fond. Mais si la compilation multiplateforme fonctionne bien, il n'y a pas de raison pour que les tests passent pas sur iOS mais qu'ils passent quand ils roulent sur la JVM. En fait, avec le premier memory model, il y avait certains cas où est-ce que il pouvait avoir des problèmes quand tu freezais pas tes objets puis tu mutais, tu les changeais en les changeant par après de thread.
Maintenant, avec le nouveau Mirror Model, il y en a encore moins justement des différences comme ça, Ok. étant donné que ça sera le Mirror Model, il se rapproche beaucoup à ce qui est fait, en fait côté JVM. OK. Puis tu sais, dans le premier épisode aussi, justement, on parlait il y a un terme que j'aimais beaucoup qui était des petits enjeux de jeunesse d'écosystème, là. Donc ça en fait partie un peu justement. Il manque un peu de tooling, de trucs, mais comme ça va tout le temps s'améliorer, vu que la communauté est super active, dans le fond, là. C'est des choses qui sont connues, Oui, des choses qui clairement. sont réglées, là. On sait que ça ne durera pas éternellement, ces problèmes-là. Puis, Ok. Puis là, on cherche, tu sais, qu'est-ce qui nous manque, tu sais, pour pouvoir être vraiment heureux. Puis, tu sais, je cherchais, puis je me suis creusé la tête quand même assez longtemps, mais j'ai pas trouvé tant de choses que ça, tu sais. Alors, on est rendu à un point où est-ce que ça fait juste évoluer avec, tu sais, le nombre de librairies va augmenter. Et peut-être qu'il va nous manquer une librairie pour faire du XML parsing, peut-être qu'il va nous manquer une librairie pour faire des choses plus nichées, disons. Mais en général, on est capable de se débrouiller quand même. dans le pire des cas, on a les ressources, les bons développeurs de C'est ce ça. côté pour les faire, tu sais, les starter, ces librairies-là, s'ils n'existent pas déjà. Fait que dans le fond, les cas communs sont réglés, on développe, on a bâti des projets avec ça roule en production, les devs sont contents, les users sont contents, dans le fond, Oui. ça fonctionne bien, là. Il y a 3 ans, il y avait peut-être juste 2 développeurs qui faisaient du Kotlin multiplatform chez Mirego. Un an plus tard, il y en avait peut-être 10, 15. Là, on est rendu à au moins 30 devs qui font ça. Puis il y a pas vrai juste du positif là-dedans. Right. Cool. Puis si on parle un peu du futur, justement, tu sais, mettons qu'on essaie de pousser un peu la limite, là, de pousser un peu le fameux code commun, où est-ce qu'on arrête cette logique d'affaires-là? Où est-ce que le code commun, est-ce qu'on pense que maintenant, le code commun va de plus en plus s'élargir? Est-ce qu'on peut toucher à du UI? Est-ce qu'on peut partager plus de choses que juste la business logic? Je pense que sky's the limit, pour vrai. Qu'est-ce qu'on peut partager? Par contre, on a quand même une opinion forte là-dessus, que ce soit avec cette technologie-là, avec une autre. Chez Mirego, on aime beaucoup faire du UI sur la plateforme pour avoir le plus possible des performances qui sont optimisées, pour avoir le look and feel des différents frameworks UI de la plateforme, que ce soit Material Design côté Android, puis côté iOS avec tout ce qui est UIKit ou ben non, Swift UI. En fait, on a vraiment le look and feel de n'importe quelle autre application native, que ce soit des applications d'Apple ou ben non, un autre développeur. Si on compare à un framework comme Flutter, ou ben non, React Native, React Native peut-être moins, mais surtout Flutter, en fait, c'est qu'il y a comme un petit feeling que c'est pas nécessairement natif. Fait que dans le fond, c'est pour ça, tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles Kotlin multiplateforme, puis avant même Java Ultra Objective-C, vers ça qu'on s'était tourné, c'est pour ne pas que le code UI soit dans du code commun, dans le fond. Parce que c'est ça qu'on veut chercher, on veut avoir ce feeling-là, on veut pas que ça ait un impact sur le UX, sur l'expérience utilisateur, dans le fond. Ouais, puis des fois, il y a des différences entre les deux plateformes. Puis c'est Ouais. de toute façon, fait que s'il y a des différences, on ne fait pas exactement la même chose de chaque côté. En termes de navigation, c'est pas tout à fait pareil. En termes de composants de navigation, c'est pas tout à fait pareil. Mais en termes de navigation, mettons, là, tu sais, est-ce qu'on est prêt à, tu sais, justement, que quand je tape sur tel bouton, ben, comment je sais vers quelle autre vue je dois naviguer, tu sais, est-ce que ça pourrait être dans du code commun? Ben c'est déjà dans du code. On le fait, ouais. C'est Ça ça, mais dépend ça- des projets, en fait. Là. C'est ça, mais qu'est-ce qui définit, dans le fond, si on le fait ou on le fait pas, ou jusqu'où on peut se rendre? Présentement, mettons, les résultats des apps qu'on a en production, je pense que ça venait un peu au goût de l'équipe qui travaillait là-dessus. Ouais. Les gens étaient habitués de travailler avec le concept de la navigation dans la plateforme. Allons-y avec ça, on va shipper plus vite. Puis, avec l'arrivée du UI déclaratif, est comme venu une autre mentalité de navigation qui est plus réactive. Là. Le code commun dit à la plateforme, voici l'état de ton application dans le temps. Fait que voici les écrans que tu devrais présenter. Puis ça, on le fait dans quelques-unes de nos applications. Donc, la navigation est dans le code commun. On a un router dans le code commun. C'est ce qu'on dit, hey, présente-moi cet écran-là. Puis le UI réagit en fonction de ça. Mais ça reste du UI qui est du côté de la plateforme. Nous, on va se rendre jusqu'au view model. Le view model, lui, dans le fond, il va parler à des repositories, à des use cases, des repositories. Fait que tout ça est dans le code commun. Ensuite de ça, après ça, les bindings, en utilisant des librairies qu'on a faites dans Tricot,
On a des bindings qui sont déjà faits d'avance. Par exemple, pour des components comme des boutons, des textes, des trucs pour éditer des textes. Donc, ça nous sauve quand même un peu de travail de ce côté-là. Puis, la dernière partie, comme ça, qui est différente d'un projet à l'autre, là, en fait, ça dépend de comment est-ce qu'on le designé en amont. C'est la partie navigation, mais tu sais, elle peut passer soit à travers des interfaces pour pouvoir communiquer avec ton activité ou ton view controller. Puis ensuite de ça, faire la navigation, ben non, elle peut passer par quelque chose qui est plus centralisé comme un concept d'un routeur. Mhm. Les deux fonctionnent en fait Fait de qu'on notre point de vue. fait qu'on touche un peu dans le code commun. Ben, pas on touche, mais ça implique un peu le côté visuel, le côté expérience, mais jamais le dernier résultat final qui est qu'est-ce qui est devant les yeux. Là. Jamais la composante native C'est ça. pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. En fait, avant d'aller là, je voulais juste spécifier. Nos vieux modèles dans le code commun définissent le contenu qui va être affiché à l'écran. Puis la plateforme le consomme pour le traduire vraiment en composante UI, donc les boutons, les textes, vraiment les UI labels sur iOS. Puis là, quand je dis que pour l'instant c'est comme ça, c'est le concept de UI déclaratif. On a Jetpack Compose sur Android, puis Swift UI sur iOS. Puis ça se ressemble vraiment beaucoup, là, dans le sens où c'est le même paradigme, puis il y a souvent du 1 pour 1 pour un linear layout, un écran, tu vas aller placer tes blocs de manière linéaire, horizontale, verticale. C'est un peu les mêmes définitions côté interface. Donc, il y a certainement une manière, soit pour nous ou pour des compagnies comme JetBrains, de faire une librairie qui, dans le code commun, tu définis ton UI déclaratif. Mais encore une fois, ça va être traduit de façon vraiment native par la plateforme. Ça change pas. Exactement. Mais tu peux le déclarer encore en amont, une étape avant. Oui, c'est peut-être de quoi qu'on va regarder prochainement, à voir. Parce qu'on a comme eu un petit leak là, dans le Slack de Kotlin. OK. En fait, il existe en ce moment Compose multiplateforme. Donc, tu peux écrire en Kotlin en Compose, là, vraiment dans ton code commun. Mais sans le UI, en fait, c'est vraiment juste l'engin de Compose, le runtime de Compose. Là. La partie UI qui est un peu associée au framework Android n'est pas disponible dans la multiplateforme. C'est vraiment juste la partie runtime puis compilateur même, en fait. Puis le output de ça, c'est quoi? C'est quoi que ça. C'est un genre d'arbre un DOM, hein, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Style Comme ça, render ça comme tu veux, toi, mais tu peux consommer ça. Puis... C'est ça. OK. C'est ça. Puis, en fait, je pense que c'est utilisé déjà il y a comme une autre initiative de JetBrains qui est le Kotlin JS. Puis, il utilise un peu, en fait, la partie comme un core de Jetpack Compose pour pouvoir renderer justement un DOM côté JS. Puis, après ça, ça utilise des tags après. Puis, ça fait tout le reste en JavaScript. OK. Puis de la façon plus officielle, en fait, ils ont déjà une librairie qui s'appelle Compose Desktop. Mhm. Puis ça, Compose Desktop, ça permet de faire du UI avec le framework, en fait, un subset, ou ben non, je dirais un subset, mais c'est pas tout à fait les mêmes composants là, qui sont utilisés dans Compose Desktop. Mais il y a quand même une partie UI qui est associée à ça. Puis, en fait, ça marche sur Windows, sur Linux, probablement Mac aussi, là. Puis, dans le fond, parce que ça utilise un autre, en arrière de ça, quelque chose qui est plus low level, un autre framework plus low level qui s'appelle Skya. Donc, c'est quelque chose qui est par-dessus OpenGL. OK. Mais je m'aventurerai pas à savoir comment ça fonctionne super en détail, là, mais JetBrains l'ont déjà fait. La première plateforme autre que Android, en fond, qui est supportée, c'est Desktop. Ah ouais, fait que c'est vraiment ultra générique, là. C'est super générique, même pas d'affaire de device ou de page. C'est vraiment juste un engin de layouting et de déclaration d'interface. Là. Ouais. Il y a moyen de spécifier ton layout pour des appareils mobiles versus des appareils full screen desktop. Là. Fait on espère que ça va arriver côté mobile aussi, dans le fond, du côté d'iOS. De pouvoir faire du Jetpack Compose sur iOS aussi, ça ferait qu'on... On espère, puis en même temps, on a des indices qui nous permettent de dire que peut-être que ça va arriver éventuellement. Là. Donc, on fait juste pas espérer dans le vide.
on a quand, on Faut continuer à bâtir les produits aussi. On ne peut pas tout attendre que ça arrive. Oui, c'est ça. Pour nous, il n'y a rien qui est bloqueur là-dessus. C'est juste l'évolution, en fait. En autant que ça respecte notre idéologie de profiter pleinement des capacités de la plateforme. Un UI qui est responsive, que les gestures, que les gestuels que les utilisateurs sont habitués de faire, là, des hard press, Puis mettons qu'on tombe en mode de plus votre opinion ou un peu plus mettons par rapport à cette idéologie-là, encore une fois, jusqu'où on est prêt à la pousser? Est-ce que c'est vrai dans 100% des cas? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Tantôt on parlait de Flutter, on parlait de React Native, il y en a plein d'autres qui existent. Est-ce qu'à un moment donné, on peut comme faire un petit pas en disant allons voir là-dedans, y a-t-il quelque chose que le contexte d'un projet serait bon? C'est ce genre de choses-là? Clairement. Le Kotlin multiplateforme, c'est pas la réponse à tous nos problèmes ou toutes nos apps à faire. Ça peut dépendre du client. C'est un client qui a des développeurs à l'interne, mais qui nous outsource le développement d'une application. Si ces développeurs sont habitués à faire du JavaScript, pourquoi pas leur faire en React Native si c'est une app assez simple? En ayant ça en tête, on peut se dire ça va être plus facile pour le client après ça de le maintenir. Fait, pourquoi pas utiliser ça? En autant qu'on respecte notre fluidité dans l'UI, ça reste un concept pour nous de l'expérience utilisateur finale. C'est pas, OK, on va utiliser un framework qui, mettons un Flutter ou un React Native. J'ai pas l'expérience native. Fait que l'expérience finale, on s'en fout. Non, on va quand même mettre vraiment beaucoup d'emphase là-dessus pour se rapprocher le plus possible du produit qu'on aurait voulu bâtir avec un framework qui nous aurait permis ça. Mm-hmm. Fait que dans un monde idéal, il y aurait un framework qui est bâti avec peut-être Compose, qui pourrait vous permettre de faire du multiplateforme, de déclarer ton UI, dans le fond, juste une fois. Puis en même temps, qu'on puisse utiliser du Kotlin natif, Kotlin multiplateforme, pour pouvoir faire du UI sur les différentes plateformes de façon séparée pour les parties qui sont plus complexes, qui sont plus différentes sur les plateformes. Fait que, combiner les deux, pour nous aussi, je pense que c'est là qu'on aimerait ça aller. C'est une question de temps qu'on soit là éventuellement. C'est dans notre optique, le plus possible qu'on va partager du code, qu'on va sauver au niveau de la maintenance, on va sauver au niveau des coûts du développement. Si on peut partager une partie du UI et en même temps avoir la même qualité dans le fond pour l'utilisateur, ça serait parfait. Okay. En terminant, si je vous demande, c'est quoi la chose qui vous fait le plus triper par rapport au futur de Mirego et de Kotlin multiplateforme, ça serait quoi, Nick? Je dirais, moi, à court et moyen terme, c'est de passer aux coroutines. On était avec des publishers. Maintenant, on a le tooling qu'on a besoin pour pouvoir bridger d'un à l'autre. Puis encore, on pourrait aller encore plus loin parce qu'on a certaines librairies, par exemple Rico Data Source, qui nous permettent de faire certaines choses. On risque de réécrire ces librairies-là purement avec des coroutines. Puis dans les applications qu'on écrit en ce moment, on fait déjà ça, cette transition-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour nous. Ça a ouvert beaucoup de portes, en fait, à utiliser des librairies comme Ktor, etc. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Justement, on va pouvoir profiter de la communauté puis de pouvoir redonner aussi, là, au lieu d'avoir nos propres librairies. On va partager notre savoir à la communauté. Mais moi, je pense que la chose qui m'excite le plus là, dans le futur de Kotlin multiplateforme, je pense que c'est clairement d'écrire nos UI une seule fois dans le code commun, là, puis que ça donne un rendu natif quand même des deux plateformes. Je pense qu'on va sauver beaucoup de temps. Ça va être le plus plaisant à coder, puis ça ressemble à ça. Cool. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps de discuter. Merci. Merci. Salut. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.